Donc merci d'être venu me voir vous parler de Remix. Donc ça va être un premier retour d'expérience, parce que c'est une technologie qui est encore assez nouvelle. Donc moi je m'appelle Benoît Averti, je travaille chez Zenica à Rennes, et ben on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors Remix, c'est quoi d'abord, pour ceux qui ne sauraient pas forcément? Remix, c'est un framework pour développer des applications en React. Et j'aime bien le comparer à Next.js un petit peu. C'est un framework qui va nous permettre de faire du server-side rendering un petit peu plus facilement qu'en le faisant nous-mêmes à la main. Et ça va aussi nous proposer un petit peu tous les outils pour faire le build de l'application, la création des bundles JavaScript, etc. Et puis un serveur de dev qui va être automatiquement configuré pour nous. Donc pas de configuration Webpack à faire, etc. Encore une fois, c'est pas là-dessus que sont les nouveautés et les innovations apportées par Remix. On va voir que ça va quand même un petit peu plus loin, mais ça j'y viendrai au fur et à mesure de la présentation. D'abord un petit peu de contexte. Remix, c'est un framework qui a été créé par Ryan Florence et Michael Jackson, l'autre, qui sont les personnes derrière React Router. Donc c'est des personnes qui sont assez connues dans l'écosystème React. React Router, c'est une librairie qui est très très utilisée. Et puis derrière, ils ont aussi une entreprise qui s'appelle React Training, et donc voilà, ils ont formé plein d'équipes à l'utilisation de React. Donc leur notoriété a certainement aidé un petit peu au démarrage de Remix. Alors il y a quand même une particularité sur le framework Remix. Alors c'est sorti en octobre 2020. En mode ce qu'ils ont appelé supporter preview. La particularité de Remix, en fait, c'est que c'était un framework payant, non open source. Et donc, dans un univers où on a beaucoup d'alternatives gratuites et open source, type, encore une fois, Next.js, on pouvait se demander quel était l'intérêt d'aller payer une telle somme, parce que voilà, pour une entreprise, ça va quand même coûter 1000 € par développeur. Et donc mon idée, moi, bon, ça me plaisait, j'ai décidé de les soutenir en payant la licence indépendante. Un peu, je voyais ça comme un Kickstarter, en fait, un petit peu. Et l'idée, c'était de dire, bah, est-ce que ça vaut le coup? C'est pour ça que j'avais eu l'idée de faire ce retour d'expérience. La semaine dernière, coup de tonnerre quand même, Remix publie ce tweet. Et en fait, la nouvelle qui date donc, de la semaine dernière, c'est tout frais, c'est que Remix finalement va être open source et gratuit. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour moi. Mais vous allez voir, c'est aussi une très bonne nouvelle pour vous, parce que l'outil est génial. Et ils ont levé de l'argent et ils n'ont plus besoin de... Enfin voilà, le business model a changé, Remix va être open source. Alors, pour pratiquer du remix, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais pas forcément de projet perso à ce moment-là, d'idées de projet à développer avec Remix. Et donc je me suis dit, je vais profiter de cette opportunité pour faire quelque chose d'un peu pédagogique, on va dire. Et j'ai décidé d'implémenter le projet Real World. Certains d'entre vous le connaissent peut-être. En fait, Real World, c'est une application qui est un clone de Medium, en fait, un petit peu, voilà, une application de blogging, on peut dire ça comme ça, des utilisateurs, des articles, des tags, etc. Et là, en fait, on a une spécification d'une API et il existe plein de front-end pour cette application qui ont été développés en Angular, en React, en Vue.js, en Helm, enfin tous les frameworks front que vous pouvez imaginer. Et puis les back-end, pareil, Spring, je sais pas, en Go, en Rust, en Ruby on Rails, etc. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir prendre n'importe quel front, n'importe quel back, les connecter entre eux, puisque l'API répond à la même spécification. Donc, c'est un outil pédagogique qui sert à comparer les frameworks, à regarder comment un framework implémente certaines fonctionnalités sur une appli qui est un petit peu plus complète que le To-Do MVC, par exemple. Voilà, c'est une application, mine de rien, qui est assez complète. Et donc, moi, j'ai décidé de faire le front de Real World avec Remix. Alors c'est pas terminé, vous verrez sur la démo, toutes les features sont pas là, mais il y en a suffisamment pour vous montrer des choses intéressantes. Parlons de Remix. Avant de parler des features elles-mêmes, ce qui me semble important, c'est de parler de la philosophie de Remix. Le principe, c'est on va essayer d'adopter un modèle de programmation qui est basé sur les technologies éprouvées du web. Donc les navigateurs, le protocole HTTP et la norme HTML. L'idée, c'est de limiter les abstractions, bien doser les abstractions et de rester un petit peu sur ces choses-là qui sont... Bon, ça, c'est des technologies qui existent depuis 30 ans. Je dis ça au hasard, mais voilà, l'ordre de grandeur est là. Pendant tout ce temps-là, ça est devenu très très robuste, très très performant. En général, il y a tout un tas de features qu'on ne soupçonne même pas dans ces normes-là. Et donc, on pourrait résumer ça comme ça. On utilise la plateforme, quand on peut,
et ça va nous apporter des bonnes choses, j'en reparle juste après. Je donne 3 exemples de la façon dont cette philosophie va être déclinée en fait dans une application. La première chose, c'est que le routage est au cœur du protocole HTTP. On a des URL, la notion d'URL, la notion de ressources. On a plein de routeurs dans nos applications, des contrôleurs côté serveur. Finalement, quand on mettait des fichiers sur un FTP et que le serveur savait trouver les fichiers en fonction de l'URL, ben, c'était pas si mal, c'était plus simple. Et là-dessus, Remix n'a rien inventé. Hein. On a déjà Next.js, Gatsby qui font ça, enfin voilà, tout un tas de frameworks. Donc, Remix reprend cette notion, c'est le serveur qui est chargé de faire le routage et qui trouve les fichiers à utiliser pour le rendu de la page en fonction de l'URL. Deuxième chose, on s'est habitué dans les applications React à construire nos requêtes à la main, on met un des états, et puis à la fin on fait une requête, on construit une requête avec l'API fetch par exemple, on l'envoie au serveur, etc. En fait, on peut faire des requêtes HTTP en HTML, et quand je dis en HTML, c'est-à-dire sans aucun JavaScript. Je dirais même que c'est un petit peu le job principal d'un navigateur de faire des requêtes HTTP. Donc, on verra qu'on va essayer de revenir à ça aussi. Et ceux qui se demandent comment on fait, vous savez très bien comment on fait, vous verrez, c'est pas compliqué. Troisième déclinaison, le build, c'est pas le meilleur moment pour mettre en cache. Là, je fais référence à la génération statique de sites. Next.js vient de le rajouter, ça fait déjà bien 1 an et demi, mais on peut faire maintenant de la génération statique de sites, en plus du server-side rendering. Gatsby fait ça, etc. En fait, faire de la génération statique de sites, c'est rien d'autre qu'une technique pour mettre en cache, et c'est juste qu'on met en cache nos pages au moment du build, plutôt qu'au moment d'une requête par un utilisateur. Et en fait, pour mettre en cache, on a toute l'infrastructure nécessaire, toutes les technos nécessaires dans le protocole HTTP, dans les navigateurs. Les navigateurs savent très bien mettre en cache, les CDN savent très bien mettre en cache. On n'a pas besoin de le faire au build et de réimplémenter de la régénération incrémentale des pages, par exemple, comme l'a fait Next.js. Je fais une petite parenthèse là-dessus, je vais beaucoup comparer à Next.js Remix parce que ça me permet d'ancrer un petit peu cette nouvelle techno dans quelque chose que vous connaissez peut-être un petit peu mieux. Sachez que j'adore Next.js, donc le but c'est pas du tout de dénigrer la chose, mais j'aime vraiment encore plus Remix, quoi. Le but, c'est pas de dire qu'on va éliminer le JavaScript du navigateur, qu'on va arrêter de faire du JS, que le JS c'est mal, pas du tout. Remix lui-même, c'est blindé de JS, hein, vous vous en doutez. On n'est pas du tout en mode éliminer tout le JS, c'est pourri, etc. Le but, c'est juste de dire, ok, on a ce modèle de programmation basé sur les technos éprouvés du web, et on va utiliser JavaScript pour améliorer l'UX, émuler le comportement du navigateur et faire quelque chose de mieux que ce que le navigateur sait faire. Et ça, je vais vous le montrer dans la démo, les exemples de ce que ça permet de faire. Bon, donc là, j'ai fait une première partie. L'idée, c'était de vous montrer un peu la philosophie de Remix. Maintenant, on va passer aux fonctionnalités, je vais vous en parler. Ça me paraissait important de faire cette première introduction, puisque l'idée c'est de garder en tête maintenant dans les features comment on se rapporte à cette philosophie, pourquoi c'est comme ça, quels sont les choix, et on est toujours un petit peu dans cette idée de dire dosons bien les abstractions, utilisons la plateforme. Alors la première feature, je vous en ai parlé, c'est le routage basé sur les fichiers. Alors ça, bon, on pourrait discuter, est-ce que c'est quelque chose de moderne, Next.js, Gatsby, est-ce que c'est quelque chose d'ancien, des fichiers .php sur un FTP? La question n'est pas là, à la limite, mais en tout cas, c'est comme ça que Next.js va faire le routage, sachant que Remix est basé sur React Router. Donc, on a des fichiers pour faire le routage, derrière, c'est React Router qui se charge de faire le routage côté client, notamment. Donc, dans une application en Remix, on a un dossier route, et à l'intérieur de ce dossier route, on va avoir tout un ensemble de fichiers, une arborescence de fichiers. Chacun de ces fichiers va correspondre à ce qu'on appelle en Remix un route module. Et donc, c'est un module qui va pouvoir exporter un certain nombre de choses et qui correspondent à une route qu'on va utiliser derrière quand on navigue dans notre application. Donc, la première chose qu'on a dans une route, le premier élément, c'est le composant. Évidemment, les routes, à la fin, on est en train de faire une application web, une interface graphique, donc on va avoir envie d'avoir un composant qu'on va utiliser dans notre application. Donc en fait, c'est l'export par défaut d'un module route, c'est un composant. Et ce composant, il va être rendu dans l'application quand cette route correspond à l'URL qu'on a demandé. Donc ici, on a un composant, tout ce qu'il y a de plus classique. On a quand même deux choses qui sont
intéressantes et qui sont liées à Remix. La première, c'est ce hook, useRouteData. On va en parler juste après. C'est le hook qui va nous permettre de récupérer la donnée qui va être nécessaire au rendu de cette route, de ce composant. Et la deuxième chose, c'est le outlet, ici, qui est un composant. Alors, si vous êtes très à jour sur le développement de React Router, vous avez peut-être déjà vu ce composant. C'est un composant React Router, et on va en reparler. On va voir à quoi il sert un petit peu plus tard. Donc, comme je vous disais, comme on fait du server-side rendering, côté serveur, on ne peut pas aller chercher nos données de manière asynchrone dans les composants au moment du rendu, puisque le rendu de React côté serveur, ça se passe en une seule fois, c'est-à-dire qu'on démarre le rendering de l'application React et on n'a rien d'asynchrone qui va se passer, il faut qu'à la fin on ait notre application. Donc il faut aller chercher les données avant de commencer le rendu de l'application React. Et dans le composant, en fait, on récupère cette donnée qui a été préchargée avec le hook useRouteData. Cette donnée, en fait, elle vient du deuxième élément d'un route module qui s'appelle le loader. Ceux qui connaissent Next.js, c'est un peu l'équivalent de la fonction getServerSideProps. Donc en fait, avant de commencer le rendu React, purement React de l'application, on va aller chercher nos données. Donc cette fonction getServerSideProps, ce loader, pardon, c'est une fonction qui va renvoyer une promesse. Et c'est dans cette fonction qu'on va pouvoir aller faire des requêtes HTTP, interroger notre base de données, je ne sais pas, lire le système de fichiers, pourquoi pas, si on est sur un serveur qui a de la persistance. On peut faire tout ce qu'on veut, sachant que ça ne tournera toujours que côté serveur, dans Node, donc pas de problème pour accéder à la base de données, pas de problème pour lire d'un système de fichiers, ça ne sera jamais exécuté dans le navigateur et ça sera complètement exclu du bundle qui arrive dans le navigateur. Ce que vous pouvez remarquer, bon, déjà on récupère des paramètres dans ce loader, ça c'est les paramètres de la requête, potentiellement des query param, des variables qui sont dans l'URL. Et ce qui est intéressant finalement, c'est surtout la valeur de retour de ce loader. On voit qu'on renvoie un objet qui s'appelle newResponse. Donc on ne renvoie pas uniquement de la donnée. On pourra envoyer un objet JSON. En fait, on ne renvoie pas que de la donnée, on renvoie carrément une réponse HTTP. Et en fait, ça, c'est l'objet response qui est spécifié dans l'API fetch du navigateur. Donc on est sur quelque chose de standard, ça c'est super intéressant. Quand vous faites un fetch dans votre navigateur, vous récupérez un objet réponse en retour. Ben, c'est ça que Remix va accepter comme valeur de retour du loader en fait. De la même manière, la request que vous récupérez, c'est une request de l'API fetch. Donc on est sur quelque chose de standard, c'est ça qui est intéressant. Remix adopte cette spec et ça nous permet de spécifier le code status. Par exemple ici j'envoie un 404 si l'article que j'essaie de récupérer n'existe pas. Donc finalement, c'est la bonne chose à faire en protocole HTTP. L'article que je cherche n'existe pas, je dois renvoyer un 404. Ou alors, dans le cas nominal, je renvoie l'article, la donnée. JSON, c'est un helper de Remix qui permet de renvoyer une réponse avec un status code 200 et content type, application JSON, etc. Donc on a le contrôle sur le status, les headers. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que même si on fait de la navigation côté client, Remix appelle donc le loader avec une requête HTTP. Et si le loader envoie une réponse 404, Remix en fait, il va déclencher un rechargement forcé de la page. Et comme ça, le navigateur va être au courant qu'il y a eu une 404 sur cette URL. Et il va pouvoir faire toutes ces optimisations, etc. Donc, on fait de l'optimisation, on fait de la navigation côté client, mais on s'arrange quand même pour que le navigateur puisse faire son taf en cas de 404 ou autre. Avant-dernier élément, qui sont en fait 3 éléments d'ailleurs, mais un peu similaires dans une route, c'est les 3 exports link, header, meta. En fait, ça permet, donc link, ça va nous permettre de renvoyer un tableau. Ce sont les balises link qu'on trouve dans le head de notre document HTML. Donc par exemple ici, sur cette page, je vais avoir une balise link stylesheet pour faire une feuille de style CSS qui va correspondre à cette route. Et Remix va automatiquement charger ce CSS quand j'arrive sur ma route et l'enlever quand je pars sur une autre route. Ça permet de faire du CSS sans s'inquiéter de l'impact qu'il pourrait avoir sur d'autres pages, puisqu'il va être enlevé quand je navigue ailleurs. Je peux aussi faire un link rel preload, par exemple, pour précharger une requête fetch que l'utilisateur va probablement faire pendant qu'il sera sur cette page. Au passage, moi, je ne connaissais pas du tout cette feature des navigateurs, link rel preload. Le fait que Remix me permette de faire ça et me laisse un niveau d'abstraction qui m'encourage à utiliser cette feature, moi, j'ai un peu appris comment fonctionnait le web en développant en Remix. Ça, je trouve que c'est intéressant, c'est le signe un peu d'une abstraction qui est vraiment bien dosée, en fait. Deuxième élément, ce sont les headers. Donc, si j'exporte une fonction qui s'appelle headers dans mon route module, à chaque fois que j'arrive sur cette page,
que ce soit le loader ou alors la page entière rendue côté serveur. Je vais avoir ces headers-là dans ma réponse. On peut faire ce qu'on veut, hein, mais notamment une feature intéressante, c'est le cache control. Je vais pouvoir ici spécifier les headers de cache et dire à mon CDN ou au navigateur quand est-ce que tu vas devoir recharger cette page complètement. Ça marche aussi pour les balises méta, feature pratique, ça vous permet de faire des belles miniatures si quelqu'un met un lien vers votre page dans un réseau social par exemple. Avant de vous parler du dernier élément d'un module route, il faut que je vous parle d'une nouvelle feature. Là, cette fois-ci, c'est un petit peu plus spécifique à Remix. C'est les routes imbriquées. Donc là, je vous montre une arborescence, un exemple d'arborescence du dossier route d'une application Remix. Et l'intérêt, en fait, c'est qu'un route module, c'est décorrélé d'une URL, dans le sens où on peut avoir plusieurs routes modules utilisées pour une URL. Je m'explique. Vous avez le premier route module qui s'appelle route.js, racine. Désolé, ça se prononce pareil en français. Ça, c'est le route module qui va être utilisé pour n'importe quelle URL. Donc, peu importe l'URL que j'utilise pour arriver sur mon application, je vais utiliser le route.js, je vais appeler son loader, je vais rendre son composant. Et dans son composant, il y aura probablement un composant outlet, le fameux outlet qu'on a vu tout à l'heure, et c'est à cet endroit-là que Remix va insérer le composant de la route imbriquée. Donc, par exemple, si je suis sur l'URL slash, je vais utiliser le module route racine, le module route index.js, et donc j'ai deux loaders qui vont être appelés en parallèle. Les composants vont être imbriqués grâce au outlet de React Router, et ça va me rendre ma page. Si je vais sur l'URL /invoices, je vais utiliser le loader racine, le loader qui est à l'intérieur de invoices.js, et le loader qui est à l'intérieur de invoices index.js. Et donc j'ai trois loaders qui vont être appelés en parallèle, trois composants qui vont être imbriqués par Remix. De la même manière, si je vais sur /invoices/1234, je vais utiliser route.js, invoices.js, invoices/$slug.js. Le dollar pour dire que j'ai une variable dans mon URL, ça va être remplacé par 1234 ici et je vais y accéder depuis mon loader. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que du coup Remix connaît un peu mieux la structure de votre application. Il sait comment sont imbriquées les routes. Ça lui permet de faire tout un tas d'optimisations. Typiquement, vous arrivez sur l'URL que je viens de dire, on a trois loaders qui sont chargés, ça me donne toutes les données nécessaires pour rendre ma page. Ensuite, je navigue vers /invoices. Ici, en fait, ces deux loaders, là, route.js et invoices.js, ils sont communs aux deux URL. Et donc Remix va savoir, il va faire de la navigation côté client, il va seulement appeler le loader de cette page-là. Donc j'économise la donnée, je n'ai pas besoin de réappeler de la donnée alors qu'elle n'a pas changé entre les deux URL. Si vous n'avez pas les routes imbriquées, vous êtes obligé de charger les données communes, par exemple l'utilisateur actuellement connecté, à chaque fois que vous naviguez, alors que potentiellement, vous l'aviez déjà cette donnée. Pour le code splitting des routes, c'est encore plus optimisé. Plutôt que d'avoir un bundle JS par page, j'ai un bundle JS par route module. Et donc ici, si je navigue de celui-ci, de cette URL-là à cette URL-là, j'ai besoin de télécharger seulement ce JS-là. Pas besoin de télécharger ceux qui étaient potentiellement déjà téléchargés. Donc on split de manière un peu plus fine. Et la même chose pour le CSS, je vous ai montré tout à l'heure comment on pouvait associer un CSS à une route via l'export link là. De la même manière, je vais pouvoir faire du CSS, plutôt que de le faire par page, par URL, je peux le faire par route module. Et donc, quand je vais naviguer de l'un à l'autre, je vais automatiquement enlever ce CSS, rajouter celui-là. Donc ça va, voilà, rien à faire, pas besoin de faire du CSS in JS ou des choses comme ça. Par contre, je vais garder le CSS commun qui est dans invoices.js et dans route.js. Donc ça, c'est déjà une belle innovation, je trouve. Autre innovation, en fait, Remix va un peu plus loin que le server-side rendering, ce que je vous disais. On est vraiment sur un framework là qui vous permet de faire l'application complète, et y compris en fait la gestion des mutations. Dans une appli, en général, on lit de la donnée, mais on va aussi venir la modifier. Et donc, en Remix, dans un route module, vous pouvez avoir un dernier export qui s'appelle l'action. Et l'action, en fait, c'est un peu l'équivalent du loader, mais là où le loader va être appelé pour des requêtes get sur votre page, l'action va être appelée pour les requêtes post, put ou delete. Vous recevez la requête et vous allez pouvoir faire quelque chose. Ici, par exemple, on serait sur la page de login. Je reçois un post sur la page de login. Je vais pouvoir venir parser le body de ma requête, faire le login, voilà, ça dépend de votre application. Et puis ensuite, vous renvoyez une réponse avec une redirection vers la page d'accueil d'un utilisateur, une fois qu'il est connecté. Et puis, on va pouvoir, vu qu'on a le contrôle sur les headers, mettre le cookie pour lui envoyer la session qui va permettre de garder sa connexion en mémoire, quoi. Donc ici, souvent, c'est un peu contre-intuitif.
un serveur Remix, ça n'a pas besoin d'être une API REST. D'ailleurs, ça ne peut pas être une API REST. Mais on s'est tellement habitué à faire plein d'API REST qu'on a oublié que le navigateur, lui, il marche plutôt en mode formulaire. Donc là, il faut plutôt réfléchir un peu comme une navigation. Donc voilà les requêtes post que fait le navigateur quand on navigue d'une page à l'autre. En plus, voilà, le bonus, c'est que parser les requêtes, là, ça se fait qu'avec des API standards. Pas besoin de dépendance ou quoi que ce soit, on parse les requêtes de manière assez facile. Et donc, cette action que j'ai mis dans mon route module, encore une fois, l'action, c'est comme le loader, ça s'exécute qu'au côté serveur. Comment on va l'appeler depuis notre application React? Ben là, on arrive au formulaire version Remix. Donc ça, c'est un formulaire. On a la balise form, donc ça s'utilise exactement comme un formulaire HTML. On fait form action, ça nous donne l'URL sur laquelle on va envoyer la requête. Méthode post pour dire si on veut faire un post ou un get pour cette navigation. Et puis après, on met nos champs de texte, on met notre bouton de type submit, et c'est terminé. Il n'y a pas de useState. En fait, on fait plein de useState, mais un input, la balise input HTML, elle a déjà un état interne, en fait. Elle est parfaitement capable de mémoriser son état. Avant que React existe, on pouvait déjà taper des choses dans des champs de formulaire. Faire la requête, on n'a pas de handler non plus avec un fetch à l'intérieur, une construction de requête, etc. Le formulaire sait déjà faire ça. Un formulaire HTML pur, quand vous cliquez sur le bouton submit, ça fait une requête post et ça l'envoie sur l'URL que vous avez mis dans action. Et donc on arrive sur l'action remix et ça marche. On a notre mutation. Alors, on n'est quand même pas sur du HTML pur. Vous notez qu'on utilise le composant form avec une majuscule et non la balise HTML form minuscule. Et donc ça veut dire que Remix est quand même là, entre les deux, il va pouvoir faire tout un tas d'optimisations. En fait, on est un peu à l'équivalent entre le composant link, qui est l'équivalent du tag HTML A, sauf qu'on fait de la navigation côté client sans recharger la page complète. Là, c'est pareil. Au lieu du form HTML de base, on a le composant form de Remix, qui va permettre de faire la navigation côté client. Donc on ne va pas recharger la page complètement. Remix va émuler le comportement du navigateur, en fait, mais il va seulement appeler l'action avec une requête fetch, il ne va pas recharger la page complètement. Sauf si vous faites après un F5 pour recharger le truc. Donc ça s'utilise pareil, mais ça permet de faire plein d'optimisations. Notamment, par exemple, améliorer l'UX. Vu que Remix fait les requêtes pour vous, il sait quel formulaire est actuellement en train d'être soumis, et il va vous permettre de récupérer cette information avec le hook useTransition. Et ça me permet de savoir que mon formulaire est actuellement en train d'être soumis, et donc je vais pouvoir venir désactiver mon bouton pour éviter que l'utilisateur clique partout ou ne sache pas est-ce que ça a marché ou pas. Voilà. Le fait de désactiver un bouton quand l'utilisateur clique dessus, c'est quand même vraiment mieux pour l'utilisateur, il sait qu'il y a quelque chose qui se passe et qui a marché. On peut aller plus loin, on peut faire des optimistic updates, des choses comme ça, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et un truc génial, c'est que vous faites une mutation, c'est Remix qui gère cette mutation, et donc Remix sait que potentiellement vous avez changé l'état de votre appli. Et donc en fait, Remix, une fois qu'un formulaire a été soumis, il va automatiquement réappeler tous les loaders de la route actuelle, enfin de l'URL actuelle. Et donc ça va recharger potentiellement la donnée que vous avez modifiée, mais sans faire un rechargement complet de la page. Et donc vous gardez tous les états locaux de vos composants, et pas besoin de gérer un état global de votre appli et de gérer ça. Voilà. C'est fait automatiquement, parce que Remix sait un peu la structure de votre application. Donc voilà pour les deux features principales, j'ai envie de dire, de Remix, les formulaires et puis les routes modules. Je vais vous montrer ça un petit peu plus dans le détail après. Alors maintenant, ce dont je voudrais vous parler un petit peu, c'est reparler un peu de ce fameux niveau d'abstraction qui est bien dosé. En Remix, déjà, la première chose, c'est qu'on contrôle le serveur. Remix fournit un serveur express basique que vous pouvez utiliser en production, pas de problème. Mais vous pouvez intégrer Remix dans n'importe quel serveur, dans n'importe quel lambda, AWS Lambda par exemple, de façon assez facile, parce qu'en fait Remix vous laisse gérer le point d'entrée du serveur. Donc, par exemple ici, dans cet exemple, j'ai fait une application Express, tout ce qu'il y a de plus classique, et en fait, l'application Remix, c'est une des routes de mon application Express. Donc j'aurais pu en mettre d'autres, j'aurais pu mettre des routes API, j'aurais pu mettre une autre application par Remix, ou enfin voilà, n'importe quoi, c'est moi qui contrôle le serveur. Remix, lui, il fournit ce qu'on appelle un adapteur qui contient cette requête, la create request handler, et ça c'est juste chargé de convertir la requête au format express en requête au format fetch que Remix comprend. Et c'est tout. C'est vraiment des trucs assez légers, et il va juste convertir la requête, la réponse, et après c'est nous qui sommes chargés d'utiliser, et voilà, c'est nous qui démarrons le serveur, quoi. Donc là on pourrait faire n'importe quoi. Notamment par exemple ajouter de la compression, comme je l'aurais fait dans n'importe quelle application express.
Ça, avec un framework qui ne vous laisse pas contrôler la requête, la réponse, bah, c'est bien plus compliqué. Il faut que le framework fournisse la feature. Et là, on n'est pas limité à ce que les créateurs de Remix ont prévu pour nous. On maîtrise la chose, on peut le faire. Autre exemple, cette fois-ci, je déploie dans AWS Lambda. Donc j'ai un export d'un handler, comme je le fais quand je fais une Lambda, tout ce qui est de plus classique. Et j'utilise encore une fois l'adapteur de Remix. Donc Architect, c'est un framework qui permet de simplifier le développement de Lambda à AWS. Et voilà, encore une fois, ce handler va convertir les requêtes au format AWS en requêtes au format Remix, et les réponses, pareil, en sens inverse. Ici, j'aurais pu faire avant, je ne sais pas, de la mesure de performance. On aurait pu voilà, mesurer les performances ou n'importe quelle autre feature qui est un peu annexe à l'application Remix elle-même, en fait. Et on a la même chose, pardon, non voilà, la suite. Donc ça, c'est pour la partie serveur. Donc on est chargé, nous, de créer le request handler de l'application Remix. L'autre chose, c'est le contrôle de l'entry point. Et là, par entry point, j'entends plutôt le point d'entrée au sens bundle.js, c'est-à-dire la racine du fichier JS qui va être exécuté. Donc il y en a deux, un côté serveur, un côté client. Et encore une fois, on est responsable, nous, de les coder. Donc on exporte une fonction handle request. Donc là, Remix nous donne la requête, le code retour qu'il a calculé grâce au loader, le header qu'il a calculé grâce au loader, et puis un contexte Remix. C'est nous qui sommes responsables d'appeler React. On appelle React, DOM server render to string. On aurait pu utiliser render to static markup si on ne veut pas d'interactivité côté client. On aurait pu utiliser render to node stream pour optimiser, faire du streaming de réponses. Ça ne marchait pas la dernière fois que j'ai utilisé, mais ça devrait arriver. Et on est nous-mêmes responsables d'utiliser, de construire la réponse en fait, que le serveur va renvoyer. Ici, on pourrait par exemple utiliser des librairies CSS qui ont besoin pour marcher côté serveur de faire leur job un peu autour du rendu React. Un framework comme Next, il est obligé de fournir un point d'entrée un peu spécial qui permet de customiser ce qui se passe autour de la construction de la réponse. C'est assez pénible, ça se fait, mais voilà. Ici, c'est beaucoup plus simple parce que de toute façon, c'est nous qui appelons React, donc on fait bien ce qu'on veut avant, après. On a la même chose côté client. C'est souvent un peu moins fourni, mais voilà, on appelle reactdom.hydrate, on lui donne le composant remix qui va rendre toute l'application, et ça correspond toujours à ce qui a été rendu côté serveur, donc pas de problème. Ici, on pourrait, pareil, mesurer de la performance, initialiser des libs JS côté client, etc. Avant même que React ne démarre son job. Alors, il y a quand même un truc intéressant sur ce slide, c'est on voit que l'application React, elle est montée sur document. Elle n'est pas montée sur le body ou sur une div qu'on met à la racine de notre application. En fait, depuis React 16, React est capable de gérer l'intégralité du document HTML, y compris le head, le body, etc. Et donc, encore une fois, sur le fait de la dosage des abstractions, avec Remix, on gère tout le document en entier dans un composant React, pas seulement le body. Donc ici, on a moyen, par exemple, de contrôler les balises méta. On est responsable d'injecter les scripts JS dans notre page. Alors, Remix nous fournit quand même un composant qui fait ça, parce que sinon, pour le code splitting, etc., ça serait l'enfer. Mais si je n'ai pas cette balise, je n'ai pas de JavaScript côté client. Et je retrouve cette fameuse balise outlet de React Router. C'est l'endroit où Remix va venir mettre les routes modules qui matchent l'URL actuelle. Donc voilà pour les features de Remix. Alors, rapidement, un petit mot sur la génération statique. Je vous ai dit que c'était pas tout à fait l'optique. Je vous ai mis une citation de Ryan Florence, l'un des créateurs de Remix, qui dit que les sites statiques ne sont pas la cible de Remix, ne le seront jamais. Et carrément, il pense que c'est une phase bizarre de Internet qui va bientôt disparaître. En fait, le principe, c'est que la mise en cache au moment du build, comme je vous le disais, c'est pas nécessaire. On a déjà tout ce qu'il faut dans l'infrastructure du web pour faire de la mise en cache. Et là, je vous ai fait un générateur de sites statiques en une seule ligne. Et en fait, ça consiste simplement à dire, quand je construis ma réponse HTTP, je vais mettre le header cache control qui va instruire au CDN de mettre la page en cache pendant une semaine. Et ça, pour les utilisateurs, c'est juste la même chose. Ils vont interroger le CDN et ils vont recevoir une page statique. Et c'est aussi rapide que si vous l'aviez construite au build. Sauf que vous pouvez être plus fin parce que vous avez toutes les possibilités du protocole HTTP avec les headers.
notamment l'invalidation de cache, etc. Alors l'inconvénient, c'est qu'il faut un CDN devant son appli. Si on n'en a pas, on est limité au cache du navigateur, c'est déjà bien, mais effectivement, là, on n'est pas dans la génération statique. Et voilà. Donc je vous propose de vous montrer un petit peu ce qui va se passer. Non, pas comme ça. Donc, l'application que j'ai développée. Donc, elle s'appelle Conduit. C'est, comme je vous disais, une plateforme de blogging. Donc, on a des articles, on a des tags, on a des utilisateurs. Et donc, on va pouvoir, par exemple, créer un utilisateur. Tiens. Alors, il y a de la validation. Hein, si je remplis quelque chose de complètement vide, ça ne fonctionne pas. Hop, on va créer un utilisateur qui s'appelle devfest21, qui a cet email, et voilà. Et cette fois-ci, je me connecte, et j'arrive sur la page des settings de mon utilisateur. Donc une fois que je suis connecté, en fait, j'ai accès à deux feeds, le feed global et le feed de l'utilisateur, où je vois apparaître en fait les articles des utilisateurs que je suis. Donc, par exemple, si je vais sur cet article et que je décide de suivre cet utilisateur, une fois que je vais retourner sur mon feed, et ben je vais trouver les articles de cette utilisatrice plutôt. On voit que j'ai qu'une seule page ici d'articles, alors que sur le feed global, j'ai 3 pages. Donc il y a bien moins d'articles puisque j'ai pas tous les utilisateurs. Vous voyez suffisamment là où le contraste est... C'est un peu limite. Bon, malheureusement, j'ai pas de possibilité de le changer comme ça. Je vais vous montrer un petit peu le code, par exemple, de la page login. Donc le login, on a un composant dans ce route module qui rend un formulaire, action login, méthode post, donc comme prévu, pas de useState, pas de handler, tout est fait par le formulaire HTML, mais en fait remix. Et j'ai l'action, et donc dans l'action, je reçois la requête. Alors, je vous passe, en fait, c'est pas une application de démo, hein, il y a un peu plus de code, mais je vous passe un petit peu le superflu. Ici, on arrive dans le cas du login. On va parser la requête, récupérer l'email, le mot de passe. Je fais de la validation. Si s'il me manque des champs, je vais renvoyer un JSON, donc je renvoie de la donnée qui me dit que tous les champs sont requis. Et puis là, je peux customiser le statut et dire j'ai une erreur 400. Mauvaise requête, status code 400. Et puis après, je fais mon login auprès de l'API derrière. Et si tout s'est bien passé, je redirige l'utilisateur vers son feed. Dans les headers, je lui mets en fait le cookie qui va permettre de stocker le login, etc. Donc ça, c'est pour le login. Et puis, pour les routes imbriquées, en fait, ici, vous voyez les routes. Hop. Donc ici, j'ai bien mon loader racine, enfin mon route module racine. Lui, ce qu'il est chargé de faire dans son loader, c'est de récupérer l'utilisateur actuellement authentifié. Ce que ça permet de faire, c'est d'afficher son nom ici en haut dans le menu. Et puis après, il va renvoyer ces données-là. Si je suis dans le feed, je vais aussi utiliser le layout ici. Donc ça, c'est le route module qui est commun aux deux feeds, celui de l'utilisateur et le global. Et ici, ça va dans son loader. Donc on a le composant feed toggle qui sert à naviguer entre les deux feeds, et on a le composant la liste des tags en fait, qui est aussi quelque chose de commun aux deux feeds. Et ici, je récupère la liste des tags utilisés. Et ensuite, dans le feed, cette fois-ci, j'ai mes deux routes, le feed global, le feed utilisateur, qui sont similaires mais qui ne vont pas récupérer les mêmes articles. Il y en a un des deux en plus qui nécessite d'être authentifié, donc si on n'est pas authentifié, ça va nous rediriger vers la page de login, sinon non, etc. Donc ça, c'est top, ça permet de faire vraiment quelque chose. Les routes modules, on est vraiment sur le principe un peu de bonne pratique logicielle. Ceux qui connaissent, c'est haute cohésion, faible couplage. Le principe, c'est que chaque route module est vraiment responsable chaque loader est vraiment responsable de récupérer les données pour son module. On ne va pas aller chercher les données qui sont communes à toutes les pages dans un loader spécifique. On va juste chercher les siens grâce aux routes imbriquées. Et faible couplage, comme les loaders sont lancés en parallèle, un peu pour des raisons de perf, en fait vous êtes bien obligé, il n'y a aucun moyen dans un loader de récupérer les données du parent par exemple, des choses comme ça.
Donc on a un faible couplage entre chaque route module, et dans chaque route module, on gère les données et le rendu de ce module-là, et puis ensuite, React Router les imbrique correctement. Voilà là-dessus, et donc on revient sur l'application. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose de bizarre pendant ma démo. On était sur une application, on est en local, hein, tout tourne en local, et c'était quand même assez lent. Je ne sais pas si vous avez remarqué. En fait, tout à l'heure, je vous ai montré qu'on contrôlait complètement le document en Remix. Donc ici, si je remonte dans ma route racine, j'ai un composant document. Ça, c'est un composant à moi, hein, que j'ai codé pour extraire un peu toute la structure du document ici. Est-ce que vous remarquez ce qui manque ou pas? ESLint nous aide en fait. Ici, j'ai importé le composant script et je ne l'ai pas inclus dans la page. Donc en fait, depuis tout à l'heure, la démo que je vous fais, il n'y a pas de JavaScript. Côté client, aucun JavaScript. L'application fonctionne complètement avec JavaScript désactivé dans le navigateur. Et ça, alors je répète, c'est pas le but, c'est pas la philosophie de Remix que d'enlever le JavaScript du navigateur. Mais moi, je trouvais que c'était une belle manière pour une démo, là, et puis en tant qu'exercice aussi, moi, quand j'ai appris Remix, de se dire, j'adopte le modèle de programmation que Remix nous propose, en se basant sur HTML, sur Remix, etc., sur HTTP, les navigateurs, etc. Et en fait, ça me permet assez facilement de faire une application qui fonctionne sans JavaScript. Et ça, quand même, je trouve ça assez cool. Donc là, je remets mon JavaScript. Ah, et d'ailleurs, le JavaScript était désactivé, mais le live reload fonctionnait quand même. Parce qu'en fait, comme je contrôle le document complet, rien ne m'empêche de foutre un composant en dessous. Donc j'enlève tous les scripts, mais après, je remets quand même un petit bout de JavaScript pour faire marcher le live reload. Après tout, personne ne me l'interdit. Donc ici, j'ai réactivé JavaScript, et donc on va voir quand même que le JS, c'est cool. On va avoir tout un tas de choses qui vont devenir beaucoup mieux. Alors déjà, c'est plus rapide. On fait de la navigation côté client, on arrête de recharger tout le HTML, tout le machin et tout, même en allant chercher dans le cache, c'est quand même un peu trop long. Et autre élément, alors ici dans les requêtes, c'est là que je vais être un peu embêté, j'ai besoin de voir ce petit bouton qui est tout à gauche. Hop. Ici, je suis sur la page d'écriture d'un nouvel article. Je vais naviguer vers la home. Donc la home, c'est le feed global. J'ai 3 requêtes qui sont parties. En fait, donc il y en a une, faites-moi confiance, il faut l'ignorer, c'est juste une feature de rafraîchissement automatique du feed. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir ces deux-là, ces 2 requêtes-là, qui sont en fait les 2 loaders que j'ai eu besoin d'appeler pour naviguer de la page d'écriture d'un article à la page du feed. J'ai appelé le loader du layout feed, donc qui a été me chercher les tags. Ça doit être celui-là, je pense, si je regarde la réponse. J'ai bien une liste de tags. Et puis il a appelé ensuite l'autre loader, qui contient la liste des articles pour le feed global. Donc on a fait de la navigation côté client, on a appelé les 2 loaders en parallèle pour avoir les datas, et puis après on a mis ça dans les composants React. Et comme j'ai navigué côté client, React a juste mis à jour toute son appli avec les nouvelles données, et ça a marché. Maintenant je vais naviguer vers le feed de l'utilisateur. Et encore une fois, je ne trouve plus ma souris parce que elle est partie. Voilà. Hop, dernière fois que je me retourne, normalement. Je vais naviguer vers le feed de l'utilisateur. Et là, cette fois-ci, encore une fois, il y a un peu de blabla pour la feature de rafraîchissement automatique. Mais Remix, en fait, ce qu'il suffit de voir, c'est qu'il n'a pas réappelé le loader qui va chercher les tags. Puisque finalement, il est commun entre les 2 feeds, donc pas besoin de le recharger. Ça, sans les routes imbriquées, c'est impossible. Entre les 2 URL /feed et /, il n'y a aucun moyen de savoir qu'il y a une partie des données qui est commune. Donc ça, c'est Remix qui permet de le faire et c'est génial. Et on voit au passage qu'il a aussi téléchargé le JS qui était nécessaire pour le /feed. Il a juste été chercher le JS qui manquait pour ce composant au milieu là. Le tag, on l'avait déjà. Donc ça, c'est top. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que la pagination, vous vous rappelez, il y avait 3 pages d'articles dans le feed global. Ici, j'ai plus de pagination. Maintenant, j'ai un chargement infini. Ça, évidemment, sans JS, ça ne marche pas. Mais c'était relativement simple, il y a quand même un peu de code à faire, hein, de faire en sorte que si j'ai du JS, j'ai un chargement infini, si j'ai pas de JS, j'ai une pagination classique. Et ça, c'est cool. On est un peu dans la notion de progressive enhancement, là, quand même. Autre chose qui est permise avec Remix,
ces boutons-là qui permettent de suivre ou cesser de suivre un utilisateur, ou de mettre un post en favori, de l'enlever des favoris, et ben en fait, on a rajouté de l'optimistic locking, de l'optimistic update dessus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ralentir un peu mon internet. On va passer en regular 3G. Vous allez voir ici, je vais cliquer pour mettre ce post en favori. Donc actuellement, il y a 3 personnes qui l'ont mis en favori. Donc si je clique, le texte devrait changer. Ça veut dire au lieu de favorite post, ça devrait être unfavorite post. Et puis le chiffre devrait passer à 4, puisqu'il y aura une personne de plus. Ce qu'on va constater, en fait, c'est que la mise à jour au niveau de l'UX va être instantanée, alors que la requête, elle, va prendre un petit peu de temps. Et le bouton est désactivé, et voilà. Donc là, on est encore une fois sur une amélioration de l'expérience utilisateur qui est permise par du JavaScript. Mais si j'enlève JavaScript, mon appli, elle fonctionne en fait. J'ai plus cette UX améliorée, mais l'application fonctionne parfaitement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai cliqué là, la donnée se met à jour aussitôt en haut. Et quand la requête se termine, Remix réappelle tous les loaders, on le voit bien là, en bas, j'ai la requête d'update qui part, et quand la requête d'update se termine, j'ai 2 nouvelles requêtes qui partent, parce que Remix recharge le loader racine et le loader de l'article, en se disant, il y a un formulaire qui vient de partir, la donnée a peut-être changé, donc il faut que je recharge tout. Ça pourrait avoir mis à jour une donnée qui serait visible dans le loader racine. Ça, encore une fois, optimistic update, normalement, il faut calculer l'état futur, quand la requête n'est pas encore terminée. Mais une fois que la requête s'est terminée, c'est important de venir remettre à jour son état, de venir purger un peu ce qu'on a fait et mettre ça à jour. Comme Remix rappelle tous les loaders de toute façon, et qu'en général les loaders c'est la source unique de vérité pour les datas de votre appli, pas besoin de faire ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais besoin de le faire, mais pour les cas simples, comme mon appli finalement assez basique, même si c'est une grosse appli, mais elle n'est pas très très complexe, j'arrive à faire tout ça sans trop me prendre la tête. Voilà pour ça. Alors, il me reste un petit slide très rapide, juste pour énumérer rapidement les features dont je n'ai pas parlé, qui me semblent un peu moins importantes, mais qui sont quand même intéressantes. Comme je le disais, avec Remix, ça vous gère tout votre serveur de dev, le build de votre appli, etc. Donc vous avez les classiques maintenant, code splitting, chaque route module a son bundle JS. Lazy loading, on va charger seulement le bundle qui correspond à l'URL qu'on va chercher. Le tree shaking, si vous utilisez des libs un peu grosses mais que vous ne les utilisez pas, ça va être éliminé de vos bundles. C'est notamment d'ailleurs comme ça que Remix fait pour éliminer les loaders, les actions du bundle navigateur. Donc ça vous permet d'utiliser du code qui ne tourne que dans Node, qui ne marche pas dans le navigateur, dans vos loaders, dans vos actions. Ça vous permet d'appeler votre base de données sans vous préoccuper d'enlever les secrets, genre l'URL, le mot de passe de la base, pas besoin de les enlever. À la compilation, le bundle browser ne va pas contenir ça. On a du live reload, donc quand on met à jour ces fichiers, ça va être rechargé automatiquement. Le compilateur est basé sur ESBuild, qui est un bundler assez récent, codé en Rust, qui a beaucoup moins de features qu'un Webpack par exemple, mais qui est tellement rapide, que ça vaut le coup de se priver un peu de certaines features. Et là, en plus, de toute façon, tout est fait pour nous par l'équipe de Remix, donc pas de problème. L'appli de démo, là, qui est un peu conséquente, sans être énorme, ça se compile en 300-400 millisecondes. Donc par rapport à un Webpack, là, je vous dis même pas, quand on est en train de développer, c'est inimitable comme expérience. Et puis après, on a le support de PostCSS. Si vous voulez faire du Tailwind, du Sass, vous pouvez. Si vous voulez faire du TypeScript, c'est nativement supporté également, du MDX, voilà des features qu'on commence à bien aimer dans le monde du développement web, qui vont être supportées par Remix. Alors effectivement, l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas la main sur le process de build. Finalement, c'est la seule abstraction que Remix nous impose. Mais bon, ils sont assez réactifs, je pense que les features vont arriver. Je ne sais pas si on aura un jour le contrôle dessus. Après, de toute façon, c'est la même chose pour les équivalents du marché. Et donc maintenant que Remix est gratuit, finalement, pour conclure le retour d'expérience, moi je considère effectivement que c'est une très très bonne alternative à Next, qui mérite d'être essayée. Alors, c'est pas encore en version 1, donc il faut attendre un petit peu, mais ça devrait pas tarder. Maintenant que c'est gratuit, je vous encourage fortement à essayer. L'expérience développeur est vraiment superbe, et je trouve que ça fait bouger le web plutôt dans la bonne direction. Donc voilà, c'est ça ma conclusion. Merci à vous.
Je pense qu'on a le temps pour des questions. Si Mais moi, je crois qu'on a explosé le temps des questions. C'est vrai? Je crois. J'ai peut-être pas vu. Eh ben, dans ce cas, c'est pas grave. Vous pouvez venir me voir. On peut se prendre 5 minutes Ouais. Alors, s'il y a des questions, on va se prendre 5 petites minutes pour les questions. Oui. Bonjour, merci pour la conf. Est-ce qu'il y a des sites aujourd'hui qui utilisent en prod Remix ou est-ce que c'est encore expérimental? Alors, il y en a un. Il y en a un connu en tout cas. Il y a un blogueur, un formateur assez connu dans l'univers React qui s'appelle Kent C. Dodds, qui est un grand fan de Remix depuis le début et qui a live streamé la refonte complète de son site avec Remix et qui a mis ça en prod récemment là. Et donc c'est son site perso de développeur, mais c'est un truc assez énorme avec des comptes utilisateurs, la donnée, enfin voilà, la réplication de données partout dans le monde, des features quand même assez avancées. Ça utilise Remix, c'est en prod, ça fonctionne bien. À ma connaissance, c'est la seule. S'il y en a d'autres, c'est plutôt des trucs un peu en interne, des expériences dans des entreprises. L'équipe de Remix considère que c'est pas prêt pour la prod. Ça le sera quand ça sortira en version 1.0. Je pense que c'est bientôt, parce que s'ils ont fait l'annonce de l'open source la semaine dernière, c'est qu'ils sont plus très loin de la version stable, à mon avis. Donc ça sera prêt assez vite, je pense. Est-ce qu'il y a une autre question? Non. Et ben du coup, ça devait être... Oui, non? C'est maintenant ou jamais. Hein. Ok, merci beaucoup. Si ça vous revient, de toute façon, je serai encore un petit peu autour du stand Zenica, peut-être. Carrément, il ne faut pas hésiter à venir poser les questions en off. Exactement. Voilà, Benoît sera là. Et moi, j'en profite aussi pour vous demander d'aller mettre, si vous voulez, du feedback sur le tableau du feedback qui est en bas. Merci beaucoup. Merci.